Et voilà, du coup, vous avez 15-20 minutes pour nous présenter le texte. Alors, du coup, on va vous présenter le texte qui s'appelle Lecture des filles et des garçons à propos du Seigneur des Anneaux, et qui a été écrit par Christine Détresse, Patrick Côtelette et Charline Pluvinet. Pour commencer, du coup, on va vous faire une introduction, et après, on vous propose 2 parties, et on conclura. Du coup, pour commencer, avec les auteurs et les autrices, Christine Détresse, c'est une écrivaine et une sociologue du genre. Elle a notamment fait sa thèse sur l'évolution des pratiques de lecture des adolescents pendant 4 ans, du coup, à partir de la fin du collège jusqu'au début du lycée. Après, Patrick Côtelette, c'est un normalien qui est agrégé de SES. Il est actuellement aussi enseignant d'Hippocagne. Bon, j'ai pas réussi à trouver de thèse. Et Charline Pluvinet, c'est une docteure en littérature générale et comparée, et elle a fait sa thèse sur l'auteur déplacé dans la fiction et les représentations fictionnelles de l'auteur dans la littérature contemporaine. Du coup, ces 3 auteurs, ils sont de milieux un peu différents, mais ce qui est aussi intéressant, parce qu'ils ont tous des apports différents à la question. Et du coup, l'article il a été publié plus généralement dans un ouvrage qui s'appelle Les jeunes et l'agencement des... J'ai dit après. Ok. Il a été publié dans Les jeunes et l'agencement des sexes en 2007. C'est un ouvrage de Henri Eckert et Sylvia Flore, du coup qui a été publié aux éditions La Dispute. C'est un ouvrage collectif de sociologie qui propose des analyses sur le rapport des jeunes au clivage et aux stéréotypes de sexe. L'ouvrage est divisé en 3 parties donc pour étudier la socialisation des jeunes. Il contient 12 textes, dont celui que nous allons étudier aujourd'hui et vous présenter. Et ça analyse de manière générale le processus de la socialisation sexuée et leurs effets sur le comportement des filles et des garçons. Et ça veut déterminer du coup ce qui est de l'ordre de la nature et de l'ordre de la culture, avec l'étude de lieux de socialisation comme l'école, le travail ou la famille. Du coup, cet ouvrage et notre article, ça a été publié aux éditions La Dispute, qui est une maison d'édition française qui existe depuis 1997 et qui vise à diffuser des connaissances en sciences sociales à un grand public, avec du coup un but d'émancipation derrière. Donc voilà. Du coup, tu peux regarder. On vous propose la problématique suivante. Comment les paratextes médiatiques influencent-ils les réceptions sexuelles d'un film et dans quelle mesure d'autres facteurs comme l'origine sociale viennent-ils nuancer les réceptions? Donc, les auteurs porteront leurs recherches sur la réception du Seigneur des Anneaux par des publics féminins et masculins à partir de magazines cinématographiques consacrés à des films et du coup à leurs héros, pour les adolescents. Il semblait pertinent d'aborder plutôt l'adaptation cinématographique de Peter Jackson, étant donné que l'œuvre de Tolkien, qui dans les années 50, a drainé beaucoup plus de public masculin que féminin, en effet sur un échantillon sur 4 ans, il y a à peu près 4 filles qui ont répondu sur 4000 réponses, et le reste que des garçons, tandis que l'adaptation cinématographique a drainé un quart des filles, contrairement à 3 quarts des garçons. Il se trouve que dans les années 2000, cette saga faisait partie des sagas phares des années 2000, avec Harry Potter notamment, et elle a touché un public très adolescent. C'est pourquoi les magazines de cinéma destinés aux ados ont consacré un nombre incommensurable de numéros et d'articles à ce sujet, tout autant dans les magazines dits féminins et masculins. Pour ce faire, les auteurs nous ont défini les magazines masculins comme des magazines avec des publicités visées genrées masculins, c'est-à-dire avec des jeux vidéo, des figurines, et les magazines féminins étaient plutôt axés sur le maquillage et la coiffure. Dans cet exposé, il ne s'agira pas de reporter les stéréotypes sexuels propres au Seigneur des Anneaux, car en effet, même à sa sortie en 1954, il était un petit peu avant-gardiste, notamment en détruisant certains codes du genre, notamment avec les créatures elfiques, qui sont des créatures androgynes, qui arborent des cheveux longs, qui portent des robes et des bijoux art déco. Et les femmes ont à peu près le même pouvoir que les hommes dans cet univers-là. Pour ceux qui n'ont pas vu le film ou qui n'ont pas lu le livre, il y a aussi Éowyn, du coup, cette héroïne, qui anéantit un des principaux ennemis de la communauté de l'anneau.
et qui arbore sa chevelure blonde et montre sa féminité au moment de tuer. Il s'agira plutôt d'analyser ici les souvenirs, les émotions et les réflexions du public en fonction du genre. Donc avant de s'attarder sur les enquêtes menées directement vers les adolescents, on va passer par les réceptions menées par les magazines. Les magazines visés sont Total Star et One, qui sont... Pardon, excusez-moi. Oui, du coup, une étude de contenu faite par nos auteurs a révélé que l'œuvre est traitée différemment en fonction du public visé, notamment avec les images de première de couverture, mais aussi les illustrations à l'intérieur et le contenu des articles. J'ai pas pu trouver de Total Star ou de One parce qu'elles ont été éditées dans les années 2000, donc c'est très compliqué d'en trouver spécial Seigneur des Anneaux, mais c'est à peu près l'image que se font ce genre de magazine, c'est-à-dire on se concentre sur la plastique de l'acteur plutôt qu'à son personnage, il n'y a absolument aucune référence au film, l'acteur n'est pas non plus en costume et il n'est pas nommé par son nom de personnage de film. La différence, donc, dans les magazines de filles, une grande partie est consacrée aussi à la vie privée des acteurs pour donner un petit peu cette complicité entre la lectrice du magazine et spectatrice du film et l'acteur. Notamment sur sa vie privée et vie amoureuse, avec des titres de style tabloïd un petit peu, du genre Vigo aurait-il trouvé son Arwen ou Orlando est amoureux. Voilà, c'est des styles un petit peu tabloïds. Les appréciations physiques aussi dans ces magazines sont nombreuses. Les articles sont rythmés par « Entre nous, qu'est-ce qu'il est beau »,« Qu'est-ce qu'Orlando est mignon »,« Vous êtes la plus belle femme du monde », et c'est toujours tourné autour du physique. Donc parfois ça peut être assez agréable d'entendre ce genre de choses, mais finalement cela va plus loin jusqu'à aller critiquer et pointer du doigt le poids de Liv Tyler, qui est l'actrice qui incarne Arwen, l'elfe, en disant qu'elle a pris du poids. Donc je cite, Liv Tyler est trop grosse, elle pesait 57 kg avant le tournage et en pèse maintenant 70, ce que certains voient d'un mauvais œil. Ces magazines cultivent aussi la complicité supposée des spectatrices du film avec les acteurs, notamment avec certains numéros des revues de One et Total Star qui sont nommés comme 30 choses que vous ne connaissez pas sur le Seigneur des Anneaux, des secrets de tournage. Au-delà de la complicité, ces magazines cultivent aussi l'identification. Les acteurs sont constamment comparés à leurs personnages, notamment Liv Tyler, qualifiée de vraie princesse qui vient tout juste de se marier. Elle est d'ailleurs la seule actrice à apparaître dans les magazines avec son costume d'elfe pour, je cite les auteurs, perpétuer son image d'aura merveilleuse de princesse et pour faire rêver les jeunes filles. Toujours dans ces deux revues, les acteurs se livrent de leur côté émotionnel aussi. Elijah Wood dira que sur le dernier volet de la saga, il a été profondément touché et sortira sans trop de contexte des phrases axées sur l'amour, en disant je suis extrêmement romantique, je crois fermement au grand amour, j'adore regarder les films sentimentaux, ils me font pleurer comme un bébé. Je suis sans doute trop sensible, c'est comme ça. Donc les articles sont principalement consacrés aux sentiments personnels des acteurs et à l'intrigue amoureuse, quoique très peu présente dans le film. Plusieurs posters mettant en scène Arwen et Aragorn en train de s'embrasser seront vendus avec la revue. L'attention accordée à l'histoire d'amour devient disproportionnée par rapport à leur temps d'écran. Dans ces revues, c'est donc à croire que tout est une affaire d'amour. Certains extraits de lettres d'adolescentes portaient uniquement sur la beauté d'un acteur en particulier. Je vais lire en même temps que vous. Il y a des lettres du coup adressées en disant « Je m'appelle Angéline, j'ai 14 ans, je suis super méga fan du super Elijah Wood, je le trouve trop beau. » Ou encore « Je m'appelle Pauline et j'ai 14 ans, je t'écris parce que je suis fan d'Orlando Bloom, je l'aime de trop. » En plus d'être l'homme le plus beau de la Terre, il joue bien, il a l'air sympa et drôle. A contrario, les magazines à visée public masculin, Cassius Belli et Lucius Noir, donc encore une fois, j'ai pas réussi à trouver celui de Seigneur des Anneaux, mais vous voyez une idée. En première page, il privilégie plutôt une photo du personnage en particulier, et pas forcément de l'acteur, mais d'ailleurs pas du tout de l'acteur, jamais habillé en civil, toujours en costume, et il ne précise même pas le nom du personnage pour montrer à quel point les gens sont fans et connaissent à peu près tous les détails de l'œuvre. Arwen n'est d'ailleurs représenté que 0 fois sur 15, au même titre que tous les personnages féminins, sur 15 photos du film. Les acteurs ne sont représentés qu'avec leur costume, et par contre, Tolkien est omniprésent et très cité, ce qui représente la lecture comme une évidence à la compréhension totale de l'œuvre.
à l'inverse des magazines dits féminins qui ne citent absolument pas Tolkien et qui ne trouvent pas évident que les femmes lisent Tolkien. Ce qui est d'autant plus perturbant à l'heure où nous savons que, de par les enquêtes et les pratiques culturelles de la lecture, nous savons que la lecture est plus une sphère féminine qu'une sphère masculine. Dans les magazines, les journalistes font aussi preuve d'humour, un humour assez potache, aussi dans le texte, mais notamment aussi des remarques sexistes et machistes, avec des blagues du genre « Je t'avais prise pour un homme, pourtant point de testostérone à propos d'Éowyn », les femmes que je vous ai montrées au début, ou alors « Si Aragorn n'était pas dispo, pense à moi, petite ». Il est donc évident que ces magazines cherchent à orienter la réception de leurs lecteurs en attribuant aux filles et aux garçons des prismes distincts, identification et sentiment pour les filles, humour et fantastique pour les garçons. Alors pour le côté enquête, il y a du coup une enquête qui a été menée par les chercheurs et qui cherche à voir comment les adolescents ils vont utiliser et arranger les stéréotypes sexuels qui leur sont imposés. Déjà pour le public de l'enquête, c'est des adolescents qui, peu importe leur âge, leur origine ou leur sexe, ils ont été choisis en sachant qu'ils étaient conscients déjà des stéréotypes genrés qui existent dans tous ces domaines. Donc les enquêtes elles commencent en général par une première question où on leur demandait s'ils pensaient que Le Seigneur des Anneaux c'était un film pour les garçons, pour les filles ou pour les deux. Et il y a quand même une grande partie qui répond que les garçons sont en effet attirés par Le Seigneur des Anneaux pour les scènes de bataille et les filles pour les scènes d'amour. Mais en fait on se rend compte qu'il y a une réception qui est beaucoup plus nuancée, dans laquelle les préférences, justement, elles ne sont pas celles que l'on peut attendre, comme justement le binaire un peu garçon, scène de bataille et filles amour, et qu'il y a en fait derrière des réelles stratégies aussi qui sont développées. Donc pour les adolescentes, il y a beaucoup qui disent qu'en fait leur scène de film préférée, leur scène préférée dans le film, ce sont les scènes de bataille et qu'elles trouvent que les scènes d'amour en fait elles sont trop longues et qu'elles prennent trop de place et que en général leur type de film préféré sont plutôt des films d'horreur et qu'elles n'aiment pas trop les films d'amour, de romance, de comédie. Et du coup en fait on remarque que cette critique féminine elle vient plutôt des filles les mieux aisées, les plus favorisées, et elles utilisent cette critique pour marquer une vraie distinction dans leur groupe en distinguant des filles qu'elles considèrent chochottes et des vraies filles. Du coup, ces filles-là se considèrent comme des vraies filles. Et c'est ici qu'on voit qu'une première fois qu'en fait, il y a l'origine sociale qui vient brouiller les stéréotypes genrés, puisqu'ici, le stéréotype genré féminin, il est dévalorisé. Du coup, ces filles-là de milieux plus aisés, elles ont un capital social et scolaire aussi plus élevé, et elles font beaucoup preuve d'un rejet et se distinguent des autres filles. Et en faisant ça, elles adoptent aussi le concept de valence différentielle qui a été inventé par Françoise Héritier. Du coup, pour faire un petit rappel, la valence différentielle, c'est une différence d'appréciation et de valorisation entre le féminin et le masculin. Ce qui se rapporte culturellement au masculin est beaucoup plus valorisé que ce qui se rapporte culturellement au féminin. Par exemple, une femme qui fait un métier dit masculin, ça va être incroyable, on va dire qu'il y a une vraie ascension sociale, etc. Par contre, dans le sens inverse, un homme qui fait un métier dit féminin, ça va être hyper abaissant, etc. Donc, pour revenir aux filles, du coup, celles d'un milieu favorisé avec un meilleur capital scolaire et social, pour elles, derrière, il y a une réelle stratégie de distinction et elles essaient de se rapprocher en fait, des stéréotypes qu'on va imposer aux garçons. Et du coup, au contraire, les filles de milieux moins favorisés, elles sont souvent beaucoup plus en concordance avec les stéréotypes genrés féminins, avec donc une grande appréciation des histoires d'amour de ce côté-là. Concernant les garçons, eux, par exemple, sont plus facilement en adéquation avec le stéréotype genré, donc ils disent tous, ils assument tous apprécier Le Seigneur des Anneaux pour les scènes de combat. Mais au contraire des filles qui ont plus honte d'adhérer aux stéréotypes féminins, eux, ils auraient tendance à avoir plus honte de ne pas y adhérer. Donc là, c'est peu importe l'origine sociale, pas comme les filles, c'est vraiment peu importe l'origine sociale. Il y a les garçons, en fait, ils vont pas oser dire que, en fait, il n'y a pas que les scènes de bataille qui les intéressent dans le film.
ce qui prouve qu'il y a encore une fois une forme de domination masculine, parce que ça nous laisse avec un stéréotype qui est socialement acceptable, celui de la virilité masculine côté garçon et de la minauderie féminine pour les filles. C'est le terme qui est utilisé dans le texte, c'est pas le mien. Et du coup, cette minauderie, ça serait parce qu'elle reconduise la balance différentielle en cherchant elle aussi une forme de virilité et d'appréciation. Du coup, même si ce stéréotype-là il est assez dominant, on ne peut pas considérer que c'est une réception qui est pareille pour tout le monde, parce que on sait que les réceptions elles changent au cas par cas. Et que même les filles qui du coup se disent non intéressées par les histoires d'amour, on a remarqué qu'elles portaient quand même beaucoup d'attention à toute l'esthétique qu'il y a derrière, et que même les garçons qui adorent les scènes de combat, etc., ils ont apprécié aussi différentes émotions qui étaient présentes dans le film, et ils ont aussi avoué avoir été émus et avoir pleuré à certaines scènes. Ils cherchent du coup plus d'explications psychologiques. Et en fait, ça montre vraiment que l'interprétation et tous ces ressentis, ça dépend pas trop ça dépend vraiment de l'identité genrée et des stéréotypes, et du côté sexué, mais bien en fait du capital scolaire et social de l'enfant. Du coup, les filles comme les garçons de milieux moins favorisés, de manière générale, ne voient pas de message, de la même manière qu'ils ne voient pas de morale à la fin du film, contrairement aux enfants de milieux favorisés qui arrivent à avoir une meilleure interprétation. Et c'est pareil en fait pour la caractérisation aussi des personnages, pour ceux qui ont un faible capital scolaire et social. Gollum il est vu juste comme un être dégoûtant, alors que pour les autres, il développe beaucoup plus une psychologie derrière le personnage, et il voit qu'il y a une vraie histoire, et il trouve que c'est un personnage vraiment hyper attachant, etc. Donc voilà, ce qui nous montre en fait que malgré ces stéréotypes genrés et sexués, il y a la compétence scolaire et le capital scolaire et social qui rentrent beaucoup plus en jeu en fait que tous ces stéréotypes-là, parce que c'est ça qui montre qu'il y a vraiment une liberté d'interpréter et de déceler, de mieux comprendre l'œuvre. Donc voilà. Pour les limites de l'article et de l'enquête surtout, on trouvait qu'il n'y avait pas assez de justification concernant l'enquête. Après, du coup, peut-être que c'est plus dans l'ouvrage lui-même, mais concernant le choix des enquêtés, je trouve qu'il n'y avait pas assez d'indications. Ça mettait un peu les informations comme ça, et je trouvais que ça manquait d'analyse, entre guillemets. Ça n'explique pas non plus pourquoi ils ont choisi que des gens qui étaient déjà conscients de tous ces stéréotypes genrés. Et ça manquait d'informations aussi sur les pratiques culturelles plus générales des enquêtés, parce qu'en fait on ne sait pas si les adolescents qui ont été choisis, on ne sait pas si de manière générale ils lisent déjà, s'ils regardaient déjà beaucoup de films. On n'a aucune idée des pratiques culturelles passées, qui pourraient nous en dire plus aussi sur leur interprétation du Seigneur des Anneaux. Et même de manière générale, le Seigneur des Anneaux, on ne voit pas la réception plus générale, c'est vraiment hyper limité et restreint sur ce côté-là des adolescents. Et après, comme c'est un texte qui date de 2007 aussi, ça serait certainement différent aujourd'hui. Du coup, ça serait intéressant de voir ce qu'aujourd'hui ça donne, et peut-être aussi de reconduire l'enquête sur des adultes, parce qu'il n'y a pas que des adolescents qui peuvent le Seigneur des Anneaux. Très bien, merci beaucoup. Alors j'ai quelques petites questions ou précisions à rajouter. Alors dans votre introduction, vous avez rappelé que la réception du Seigneur des Anneaux sous sa forme romanesque, quand il est sorti, c'était une réception plutôt masculine, effectivement une histoire qui avait été lue majoritairement par des garçons, par des hommes. Tandis que la réception du film, qui est sorti de la trilogie de films, qui est sortie dans les années 2000, était beaucoup plus mixte. Du coup, c'était juste pour préciser la date de sortie du Seigneur des Anneaux. Vous avez dit dans les années 50. En fait, pour être plus précis, le Seigneur des Anneaux, il est paru, il sort effectivement en anglais dans les années 50,
Par contre, en France, il est arrivé beaucoup plus tard. Il a été traduit et publié en France que dans les années 70. Hein. Ouais, voilà. Alors, sinon, vous avez dit aussi en introduction... Enfin, effectivement, l'article se concentre plus spécifiquement sur la réception du film que sur la réception du livre, hein, même si à travers la réception du film, on a quelques éléments sur la réception des romans. Hein. Effectivement, plus chez les garçons qui sont plus nombreux à avoir lu les romans que chez les filles qui sont plus nombreuses à avoir seulement vu les films. Mais on a aussi quand même quelques éléments sur la lecture des romans qui ressortent, même si effectivement l'accent est pas mis là-dessus. Et puis, alors, qu'est-ce que j'avais noté ? Oui, vous avez parlé, alors c'était vous qui avez parlé des magazines au début. Vous avez dit que vous avez présenté alors c'était peut-être juste une question de formulation, mais vous avez dit la réception des magazines. Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement ? Du coup, la réception des magazines. La réception ? La réception du Seigneur des Anneaux par les magazines. Mais est-ce que c'est vraiment ça est-ce que c'est vraiment la façon dont le Seigneur des Anneaux est reçu par les magazines ? Déjà, les magazines, c'est pas des êtres humains, donc... Non, c'est à travers les magazines, peut-être. À travers les magazines, ouais. C'est une question de formulation, peut-être. Mais, comment la réception est guidée ? Ouais, c'est plutôt ça. Hein. Effectivement, c'est plutôt comment la réception des adolescents, elle est guidée par les magazines. De quelle manière les magazines, ils présentent le film, l'histoire, les personnages, etc., d'une certaine manière qui serait susceptible d'avoir une influence sur la réception réelle des adolescents. Mais en fait, ce qui est intéressant, je trouve, dans l'article, c'est que à travers les magazines, en fait, ce qu'on voit, c'est une espèce de réception supposée des adolescents. Hein. C'est de quelle façon les producteurs de ces magazines pensent que les adolescents vont recevoir, interpréter l'œuvre. Et ce qui me semble particulièrement intéressant dans l'article, c'est de confronter cette réception supposée, telle qu'elle transparaît à travers les magazines pour adolescents, avec la réception réelle, la réception effective des adolescents, telle qu'elle est observée dans l'enquête. Vous l'aviez mis un petit peu réception supposée, réception effective dans vos titres de partie, mais vous avez moins insisté dessus à l'oral, alors que je pense que c'est vraiment le cœur de la problématique de l'article. Hein. C'est vraiment de montrer que d'une part, il y a une réception supposée qui est effectivement assez stéréotypée, et puis que dans les faits, la réelle réception, la réception effective des adolescents, elle est beaucoup plus nuancée, même s'il y a aussi des stéréotypes qui persistent. Et puis, vous avez dit un truc par rapport au choix de l'échantillon pour la partie enquête. Je ne sais pas si je suis tout à fait d'accord avec vous, que vous avez dit qu'ils n'ont sélectionné que des adolescents qui avaient conscience des stéréotypes. Où est-ce que vous avez vu ça dans le texte ? C'est qui est mon texte ? je l'ai dit. Ouais, c'est gauche. La deuxième partie. Qu'est-ce qui vous a fait dire ça ? Je n'ai pas l'impression que ce soit dit aussi explicitement dans l'article. Moi, j'ai le souvenir d'avoir lu littéralement la phrase, alors je retrouve. Ouais, je veux bien voir la phrase sur laquelle vous vous appuyez pour dire ça, effectivement. Ah oui, effectivement, ici. Alors, il est intéressant de noter au préalable que tous les adolescents interrogés, quel que soit leur âge, leur origine sociale et leur sexe, ont une connaissance claire des stéréotypes genrés. En fait, ça ne veut pas dire qu'ils ont interrogé uniquement des... Enfin, comment dire ? Ça ne veut pas dire qu'ils ont sélectionné les adolescents parce qu'ils avaient conscience des stéréotypes. Ça veut dire que parmi les adolescents qu'ils ont interrogés, ils se sont rendus compte que tous avaient un certain niveau de conscience de qu'est-ce que c'est des stéréotypes masculins, qu'est-ce que c'est des stéréotypes féminins. Ça ne veut pas dire exactement la même chose. Parce qu'en fait, en tout cas, moi, ce que j'ai compris dans votre formulation, j'ai eu l'impression qu'ils avaient exprès sélectionné des adolescents particulièrement heureux, entre guillemets, même si ce mot n'existait pas du tout à l'époque, enfin, dans ce sens-là, en tout cas. C'est pas ça que vous avez voulu dire ? Non, j'ai juste mal formulé, mais ouais. Je savais pas trop comment dire, parce que j'avais justement un doute aussi sur la phrase elle-même, parce que c'est pas hyper explicite non plus, je trouve, dans le texte. Enfin,
Je veux dire, on comprend que, oui, au final, les adolescents, ils avaient tous conscience, mais on ne sait pas trop si ça a vraiment joué dans leur... Enfin, on ne sait pas à quel point ça a joué dans le choix et si c'était qu'un résultat final. Non, je pense que ça n'a pas du tout joué dans le choix et qu'effectivement, c'est un premier résultat qui disent, voilà, pour commencer, on a constaté que l'ensemble des adolescents qu'on a interrogés, ils avaient conscience du fait qu'il y a des stéréotypes masculins et féminins. Hein, et que, voilà, il n'y avait pas... qu'il n'y avait pas dans l'échantillon d'adolescents qui avaient jamais remarqué que dans la vie il y avait des stéréotypes associés au féminin ou au masculin, même s'ils le disent forcément pas dans des, sans doute pas dans des termes aussi sociologiques, hein, mais voilà, qu'il y avait un degré de conscience quand même de ces stéréotypes. Moi, je pense que c'est ça qu'elle veut dire. Après, c'est vrai que vous avez raison hein, par rapport à la remarque que vous avez fait en conclusion un petit peu sur les limites. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'informations méthodologiques hein, sur l'enquête. On nous dit, est-ce qu'on nous dit même combien d'adolescents sont interrogés? C'est pas dit explicitement non plus. Hein. Ouais. Il n'y a pas on n'a pas la taille de l'échantillon effectivement. Et après bon, pour chaque adolescent qui est cité, on a ses caractéristiques sociales, mais effectivement on n'a pas un beau tableau récapitulatif avec l'ensemble des enquêtés. Donc c'est vrai que là. Probablement qu'il y aurait pu y avoir un développement un petit peu plus important d'un point de vue méthodologique. Après ça c'est lié aussi hein, au contexte de parution du texte, là comme on est sur un livre dans une collection de sociologie mais qui s'adresse aussi à un public un petit peu plus large. En général on essaye de pas trop assommer les lecteurs et lectrices avec trop de précision méthodologique hein. Donc je pense que c'est lié à cette ligne éditoriale-là de l'édition. Mais c'est vrai que d'un point de vue recherche, on aimerait effectivement avoir plus de précision. Et vous avez bien fait aussi hein, de souligner, toujours dans les limites, hein, vous avez bien fait de souligner que ça serait intéressant aussi de voir la réception des adultes et d'avoir des éléments effectivement un petit peu plus à jour. C'est d'autant plus intéressant que le public de la fantasy, enfin en tout cas que l'édition de romans de fantasy elle a beaucoup évolué au cours des 20 dernières années et que probablement le public a évolué avec une féminisation assez forte supposée par les éditeurs. Le problème c'est qu'on n'a pas vraiment de chiffres d'enquête quantitative fiable pour l'attester, mais voilà, ça a l'air d'être la tendance qui se dégage, en tout cas dans les discours éditoriaux. Puis je crois que j'avais encore une petite question par rapport à la deuxième partie. Oui, vous avez dit que les filles, mais là c'est aussi plus une question de formulation, je pense, hein, que les filles de milieux favorisés, du coup, cherchaient à se rapprocher des stéréotypes masculins. Elles-mêmes. Pardon ? Enfin, pas de elles-mêmes, pas consciemment, je pense, du coup. Enfin, genre, mais oui. Au final, ça se rattrape. Enfin, leur façon de recevoir, du coup, l'œuvre aussi, ça se rattrape, enfin, ça se rapproche des stéréotypes qu'on donne aux personnes. Oui, alors, pas forcément des stéréotypes, mais du coup, plutôt des réceptions qui sont caractéristiques des garçons. Moi, j'aurais plutôt formulé comme ça, hein, que la réception des filles de milieux favorisés se rapproche ou est similaire à la réception des garçons, hein, en opposition à la réception des filles de milieux plus populaires qui ont une réception plus stéréotypiquement féminine, quoi. Okay. Mais voilà, c'est aussi, je pense, juste une question de formulation. Voilà, donc c'était bien. Vous avez dit que vous avez eu du mal à trouver les images, mais c'était très bien que vous en ayez trouvé quelques-unes pour montrer effectivement à quoi ça ressemblait. C'était une bonne idée. Ça m'a semblé clair dans l'ensemble. Est-ce que vous avez des questions? J'ai oublié, j'aurais dû commencer par là, vous donner la parole. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires du coup sur leur présentation? Ça va? Ça vous a semblé clair également? Ok, super. Bon bah merci beaucoup. Merci. Vous êtes déconnecté? Oui. Ça me va? Ouais, non, je le ferai. Alors, du coup, on va
poursuivre, mais assez rapidement, là, pour que vous ayez du temps pour le travail en groupe. Je vais essayer de ne pas dépasser un quart d'heure, 20 minutes. Avec un petit bout de cours sur la réception genrée. Voilà. Alors, du coup, c'est un petit peu quelques éléments, quelques références de travaux sur le genre dans les pratiques culturelles. Hein. Ça va pas être du tout un cours très exhaustif. C'est juste pour vous donner quelques repères, quelques références sur les différentes façons d'aborder la question du genre dans la réception des produits culturels. Et la question de l'influence du genre dans les pratiques culturelles de façon générale, hein, mais évidemment on pourrait en parler, c'est un très vaste sujet, on pourrait en parler pendant des heures, et c'est pour ça que vous avez tout un cours là-dessus en M2, notamment dans le parcours genre. Donc, concernant l'exposé, voilà, j'ai plus pas grand chose de plus à rajouter. Ce qui fait qu'effectivement, hein, c'est toujours intéressant quand on parle de stéréotypes de distinguer la réception présumée d'un public, hein, parce que vous allez trouver beaucoup si vous vous intéressez aux questions de réception, on trouve souvent beaucoup de discours sur le public, sur la réception du public, pour n'importe quel type d'objet culturel. Hein. Il y a souvent des stéréotypes, des présupposés. On l'avait vu d'ailleurs avec l'exposé avant les vacances, il y a bien un mois, hein, sur la réception de 50 Shades of Grey. Hein, de la même façon, il y avait tout un tas de stéréotypes sur les lectrices de 50 nuances de Grey qui n'étaient pas toujours avérées dans la réception réelle, effective, telle qu'elle apparaissait dans l'enquête. Donc ici, hein, on a ce qu'on voit à travers l'analyse de la presse pour adolescents, c'est vraiment le public et les types de réception qui sont attendus selon les auteurs et les éditeurs, qui peuvent avoir une idée de leur public, hein, mais qui ne sont pas non plus des sociologues et qui n'ont pas fait d'enquête sur le sujet. Et puis donc l'enquête justement sociologique, hein, elle nous permet de voir la réception effective, donc comment dans les faits, hein, concrètement, les œuvres sont appréhendées par le public réel et non pas par un public supposé, hein, une espèce de public imaginé parfois. Et ces réceptions réelles, en fait, ce qu'on observe dans les enquêtes, c'est qu'elles sont souvent quand même moins stéréotypées et surtout plus complexes, hein, plus nuancées que les réceptions présumées. Hein. J'ai observé le même type de choses, hein, sur la réception, dans mon enquête sur la réception de la fantaisie et de la science-fiction chez les jeunes adultes en tout cas. Donc, de façon générale, pourquoi se poser la question du genre, hein, pourquoi prendre en compte cette caractéristique? Évidemment, de façon assez logique, parce que c'est une des caractéristiques sociales qui influe sur les pratiques et sur les réceptions des individus, hein, tout comme l'âge, le milieu social, le capital culturel, le lieu d'habitation peuvent avoir une influence sur les pratiques et réceptions des individus. Le genre, hein, fait partie donc des variables sociologiques, on dit parfois les variables lourdes, hein, les variables qui ont une influence importante sur les pratiques des individus. Alors, cette influence, elle va elle va pouvoir être observée à différents niveaux. D'une part, on
constate que le genre y contribue, alors toujours avec des nuances possibles hein, et des jeux avec les normes possibles, mais il contribue quand même largement à orienter le choix des pratiques, dans la mesure où on a des caractéristiques qui sont socialement associées au masculin ou au féminin, ça va contribuer à favoriser l'association de telle ou telle pratique culturelle à tel ou tel type de public, plutôt féminin ou plutôt masculin. Par exemple, hein, la lecture, c'est associé à une activité calme, donc ça va plutôt être associé à un public féminin. Tout ce qui est sport, ça va être associé à l'activité, la compétition, caractéristiques qui sont plutôt associées au masculin. La danse, par exemple, hein, avec le côté gracieux, etc., va être plutôt associée au féminin, etc., etc. Et puis, on a aussi quand même évidemment des pratiques mixtes. Là, je vais détailler un tout petit peu l'exemple des jeux vidéo. Ce qui est intéressant avec les pratiques mixtes, c'est que souvent à l'intérieur d'une même pratique, on va retrouver des distinctions, des différences entre les pratiques masculines et féminines si on regarde un petit peu dans le détail des titres. Par exemple, pour les jeux vidéo, là ça c'est un exemple qui est donné par Christine Défray dans son manuel de sociologie de la culture. Hein. Elle explique que dans les jeux vidéo, on va avoir des jeux, par exemple de cuisine, qui visent plutôt un public féminin, et dans lesquels en fait il faut faire exactement le même geste sur l'écran. Hein. Enfin alors on est plutôt sur des jeux sur mobile où il faut voilà, faire un espèce de geste comme ça pour découper des légumes ou je sais pas quoi, des ingrédients le plus vite possible, et que au final on retrouve typiquement le même geste à faire dans des jeux qui visent plutôt un public masculin, qui seraient des jeux de combat où de la même façon il faudrait donner des coups, voilà. Donc ça c'est intéressant hein, de voir que même sur des pratiques qui sont plus mixtes, hein, selon les titres, on va avoir des jeux hein, qui sont plus jeux de cuisine, jeux de, je sais pas, couture, interaction sociale. Il y a aussi toute une mode là de jeux où on suit des personnages qui construisent des histoires d'amour, etc., hein, qui vont être plutôt associés au féminin, et puis jeux d'aventure, d'action, etc., de combat, plutôt associés au masculin, même si concrètement, hein, dans le gameplay, les gestes qu'on doit faire pour y jouer, on va retrouver exactement les mêmes gestes. Alors, il y a un article intéressant par rapport à la question de la socialisation culturelle masculine et féminine. Un article intéressant de Sylvie Octobre, qui date aussi du début des années 2000, intitulé « La fabrique sexuée des goûts culturels. Construire son identité de fille ou de garçon à travers les activités culturelles ». Donc dans cet article, elle se base sur une grande enquête qui avait été menée par le ministère de la Culture sur une dizaine d'années, de la fin des années 90 au milieu des années 2000, sur les pratiques culturelles des adolescents. Ils ont interrogé en fait une cohorte d'enfants qui sont rentrés au CP en 97, c'était le critère en termes d'âge, et ils les ont interrogés à 11 ans, à 13 ans, à 15 ans et à 17 ans. Donc ils ont interrogé les mêmes adolescents tous les 2 ans pendant presque une dizaine d'années. Donc c'est très intéressant parce que ça permet, c'est ce qu'on appelle une enquête longitudinale, hein, quand on interroge les mêmes individus à intervalles réguliers sur une longue période dans le temps. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet de voir l'évolution des pratiques hein, des individus au fil du temps. Donc cette enquête, elle s'appelle « L'enfance des loisirs ». Elle a été publiée aussi en 2010, 2012, quelque chose comme ça, hein, sous forme de livre. Et donc là, c'est sur les données de cette enquête-là hein, que Sylvie Octobre, elle s'appuie. Et elle observe que chez les adolescents, hein, au niveau des pratiques culturelles, il y a des différences de pratiques entre filles et garçons, hein, qu'il y a certaines pratiques qui sont plus associées, qui sont plus présentes, plus fréquentes chez les adolescents, d'autres qui sont plus fréquentes chez les adolescentes.
Et ce qu'elle observe aussi, hein, c'est qu'à l'adolescence, il y a un côté identitaire assez fort de ces pratiques. Que le fait d'adopter des pratiques de garçon, ben, ça permet de s'affirmer en tant que garçon, hein, voilà, d'affirmer son identité masculine, tandis que le fait d'adopter des pratiques féminines, inversement, ça permet de s'affirmer en tant que fille, d'affirmer son identité féminine auprès de ses pairs. Et dernier élément important qu'elle souligne dans cet article, c'est le rôle central de la famille, hein, dans cette socialisation culturelle genrée, puisque les goûts culturels, enfin voilà, le capital culturel, hein, il se transmet en grande partie via la famille, hein, il est souvent en grande partie d'origine familiale, même s'il peut être ensuite développé, renforcé via l'école. Et notamment au niveau des pratiques culturelles, ce sont les mères qui jouent en général un rôle important, hein, dans la socialisation culturelle des enfants puis des adolescents. Hein. C'est en moyenne plus les mères qui vont prendre en charge toutes les activités culturelles avec les enfants, hein, comme les emmener à la bibliothèque, les emmener voir des spectacles, etc., etc. Et donc, il y a un rôle essentiel des mères aussi, hein, dans cette socialisation culturelle genrée qui est notée, hein, par Sylvie Octor. Alors, les pratiques culturelles qui sont adoptées, elles vont en retour avoir un impact, hein, sur les socialisations masculines ou féminines. C'est-à-dire que selon qu'on est une fille ou un garçon, on ne va pas adopter le même type de pratique, hein, et une fois qu'on a adopté tel ou tel type de pratique, il va y avoir un effet de renforcement, hein, surtout quand on adopte des pratiques très féminines ou des pratiques très masculines, où on va se retrouver dans des groupes majoritairement féminins, voilà, dans des activités comme la danse, la gymnastique par exemple, hein, ou des groupes très majoritairement masculins dans des activités comme le sport, notamment le football, etc. Et du coup, à travers les groupes de pairs, eux aussi genrés, hein, il va y avoir la socialisation genrée des enfants puis des adolescents, hein, qui se renforce. C'est-à-dire que au sein du groupe de pairs, au sein du groupe de petites filles, petits garçons, il va y avoir une intériorisation d'autant plus forte, hein, des normes de genre qui se fait. Donc ça, c'est une idée que développe notamment Catherine Monod dans son ouvrage intitulé Petites filles d'aujourd'hui, l'apprentissage de la féminité, et elle montre notamment, hein, comment les adolescentes intériorisent, incorporent des normes féminines, notamment un certain nombre de normes liées à l'apparence physique, au corps, à la façon de mouvoir son corps, hein, à travers la danse, etc., via le visionnage de clips musicaux, qui se fait souvent entre pairs, entre copines, etc. Hein. Et elle souligne, dans cet exemple, elle souligne aussi, hein, l'importance de la transmission qui se fait horizontalement via les pairs. Donc les pairs, hein, c'est les individus du même âge, hein, ici en l'occurrence les autres petites filles. Voilà, une espèce d'influence horizontale aussi, qui va venir, hein, renforcer la socialisation genrée d'origine familiale. Autre aspect, bon, pour l'instant j'ai beaucoup parlé de la socialisation, hein, autre angle d'approche de la question du genre dans les pratiques culturelles, c'est de s'intéresser aux représentations du masculin et du féminin dans les biens culturels. Hein. On peut, par exemple, dans vos travaux de mémoire, hein, selon vos sujets, vous allez peut-être être amené à faire une analyse des représentations genrées, des représentations masculines ou féminines dans tel ou tel film, tel ou tel objet culturel. Ouais. Excusez-moi, c'est juste pour revenir sur le nom de l'autrice qui a sorti ça de précédence. Oui. Catherine Monod, M-O-2-N-O-T, petite fille d'aujourd'hui. Voilà, donc une autre façon, hein, de se poser la question du genre, c'est aussi de s'intéresser aux
représentations, aux modèles masculins, féminins, hein, aux figures masculines, féminines, qu'on va trouver dans les biens culturels, hein, que ce soit toujours hein, dans les films, dans les livres, dans les chansons, dans les vidéos sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. etc. Avec évidemment l'idée que tous ces discours, hein, toutes ces images qui sont omniprésentes finalement autour de nous dans nos pratiques culturelles constituent autant de modèles d'identification genrée et que les produits culturels, eux aussi, hein, contribuent à la socialisation des individus puisqu'ils constituent une forme de rappel constant des normes de genre à travers les personnages hein, qui y sont représentés et d'autant plus hein, quand il s'agit évidemment de personnages stéréotypés ou de personnages qui ont des pratiques stéréotypées d'un point de vue masculin ou féminin. Vous avez des questions jusque-là? Voilà, c'est assez rapide hein, comme présentation, donc n'hésitez pas si je vais un petit peu vite. Cependant, pour l'instant, voilà, on a beaucoup parlé, hein, on a dit voilà, qu'il y avait une socialisation genrée assez forte, j'ai plutôt insisté sur l'idée d'un déterminisme social assez fort au niveau du genre. Cependant, on a aussi tout un tas d'enquêtes qui nous montrent qu'il y a des espaces de jeu avec les normes qui sont possibles, hein, voilà, qu'il est tout à fait possible pour les individus de ne pas se conformer ou ne pas se conformer totalement aux normes de genre. Donc on l'a vu un petit peu à travers les réceptions des filles, des garçons qui étaient plus nuancées que ce qu'on imaginait hein, à propos du Seigneur des Anneaux. Quelques autres exemples. Fanny Lignon qui travaille sur les jeux vidéo, la question du genre dans les jeux vidéo. Elle donne l'exemple des garçons qui vont choisir des avatars féminins hein, pour les personnages qui veulent jouer dans les jeux vidéo. Christine Menson qui travaille sur le sport et notamment la question du genre dans le sport. Elle va s'intéresser au sport associé plutôt au masculin, hein, au sport entre guillemets donc de garçons pratiqué par des filles. C'est notamment dans son ouvrage Être une femme dans le monde des hommes. Et puis on a Catherine Monod qui s'intéresse également aux instruments de musique et au caractère genré des instruments de musique. Hein. Au sein d'un orchestre, il y a des instruments qui sont généralement plus adoptés par les femmes, d'autres qui sont généralement plus adoptés par les hommes. Et là aussi, hein, elle va montrer qu'il y a des espaces de jeu qui sont possibles, hein, qu'il est évidemment possible pour des hommes de jouer d'un instrument plutôt féminin et pour des femmes de jouer d'un instrument plutôt masculin, mais toujours dans certaines conditions sociales hein, qui permettent de favoriser ce jeu avec la norme. Ces jeux avec la norme, ils ne sont pas toujours aussi... Enfin, ils sont pas possibles dans toutes les situations, ils ne sont pas possibles pour tous les publics. Et notamment, comme vous l'avez très bien souligné dans votre présentation tout à l'heure, hein, il est plus facile, voire valorisant, pour une fille de s'emparer de pratiques masculines que l'inverse. Et notamment, comme on s'était dit dans cet article, hein, notamment pour les filles de milieux favorisés, il est généralement valorisant socialement, c'est même une façon de se distinguer hein, socialement, que d'adopter des pratiques considérées comme masculines, que d'adopter des modes de réception, des modes de lecture considérés comme masculins, hein, tandis que l'inverse n'est pas vrai. Pour les garçons, adopter des modes de lecture ou des pratiques, des réceptions considérées comme féminines, ça va être plutôt dévalorisant. Et du coup, par exemple, pour les garçons, ça va être plus difficile hein, de parler des émotions qu'ils ont ressenties au cours de la lecture, des émotions qu'ils ont ressenties en regardant Le Seigneur des Anneaux, par exemple, etc. Comme vous l'avez évoqué, je vais vous poser la question parce que vous l'avez évoqué un petit peu rapidement, ça aurait été intéressant de développer aussi cette question des émotions. Voilà. Et puis, bon, je voulais vous dire un petit mot aussi de ce que j'avais observé dans le cadre de ma thèse, hein,
donc sur la réception des littératures de l'imaginaire, science-fiction et fantasy par les jeunes adultes. Je ne vais pas trop détailler, hein, mais voilà, histoire d'avoir un exemple supplémentaire. J'ai notamment observé qu'il y avait des intérêts électoraux qui étaient marqués par le genre, avec par exemple un intérêt plus fort pour les thématiques scientifiques dans la science-fiction chez les garçons et un intérêt en moyenne plus fort pour la romance, la psychologie des personnages chez les jeunes femmes dans ces récits, qui avait également un rapport à la violence qui était différent, avec une acceptation plus forte des représentations violentes par les jeunes hommes. Voilà, même si évidemment il y a toujours des exceptions et c'est plutôt des grandes tendances évidemment que des choses généralisées. Le cas de la science quand même était particulièrement intéressant puisque même dans mon enquête j'avais quand même des jeunes femmes qui avaient une culture scientifique, qui avaient fait des études scientifiques, voire qui occupaient un métier scientifique. J'en avais par exemple une qui était médecin, une autre qui était vétérinaire, une qui travaillait dans la recherche médicale, etc. Donc quand même des gens qui avaient un bon niveau d'études, de connaissances scientifiques. Et ce qui était intéressant, c'était que même quand elles s'intéressaient à la science, les femmes, elles déclaraient pas s'intéresser aux mêmes aspects de la science que les hommes. C'est-à-dire que les femmes, en général, elles allaient plutôt s'intéresser à la biologie, les questions de bioéthique qui peuvent être développées dans les récits, de science-fiction, par exemple, tandis que les garçons, ils allaient plus souvent s'intéresser aux aspects plus techniques de la science, comme les lois de la physique, les voyages dans l'espace, etc. Et puis, autre angle d'analyse, j'ai un petit peu développé la façon dont les personnages masculins et féminins étaient perçus par les lecteurs et lectrices. Et là, c'était assez intéressant parce que justement, on voyait qu'il y avait des identifications assez variables aux personnages masculins, aux personnages féminins. Notamment pour les filles, c'est beaucoup plus facile de s'identifier à des personnages masculins, justement parce que les personnages masculins, souvent, ils sont plus intéressants dans la fiction, ils sont plus valorisants. Tandis que pour les... Donc, il y avait la plupart des filles, en fait, interrogées, s'identifier aussi bien aux personnages féminins qu'aux personnages masculins, voire plus parfois aux personnages masculins qu'aux personnages féminins, surtout quand ils sont peu valorisants, passifs, nunuches, etc. Tandis que c'était très rare pour les jeunes hommes de déclarer s'identifier à des personnages féminins. C'était vraiment, ça a l'air d'être sur cette question de l'identification, il y avait l'air d'avoir vraiment une difficulté, une espèce de barrière, quelque chose de psychologique pour les jeunes hommes à s'identifier à des personnages féminins dans la fiction. Voilà. Est-ce que, du coup, j'ai essayé d'aller assez vite pour qu'on ait le temps de faire du travail en groupe. On n'a plus beaucoup de temps quand même. Est-ce que vous avez des questions? Ça va? Ok, très bien. Alors du coup, je vous invite à vous remettre par groupe. Et puis je vais essayer de passer, voir du coup en priorité les gens que j'ai pas vus la semaine dernière. Voilà.